Bonsoir à tous, vous suivez le dernier carrefour de l'information de RTI 1. Clôture à Genève de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le débat général a porté sur le thème « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable ». Prenant part aux assises, le président Adama Bictogo a dressé un bilan satisfaisant de sa participation dans la capitale suisse. Face aux organisations de la société civile qui plaident en faveur d'une nouvelle loi reflétant leur réalité actuelle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est monté au créneau au cours d'un atelier à Grand Bassam. Le général Bagondo Diomandé a présenté et approfondi la nouvelle loi qui régit désormais le secteur des OSC. Et puis nous irons à l'Institut national polytechnique à Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec la vie estudiantine qui rime avec l'excellence depuis plusieurs décennies. Ce temple du savoir qui héberge la plupart des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire ne connaît aucune perturbation. Là-bas, les étudiants les plus brillants de Côte d'Ivoire sont au travail. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI en face aux crises mondiales, notamment les conflits, le changement climatique et les pandémies. Une résolution est née des assises de Genève. Dans la capitale suisse, la 149e du genre a permis le vote d'une résolution sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie. Au terme de la rencontre, la délégation ivoirienne, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a dressé un bilan satisfaisant de sa participation. De retour de Genève, le compte-rendu de Marie-Chantal à Candan. La 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève s'est conclue sur une note pleine d'espoir. Les parlementaires ont insisté sur l'importance du dialogue multilatéral pour relever les défis mondiaux actuels. Je reste confiant en notre capacité de résilience pourvu que nous défendons toujours et partout nos principes fondés sur le multilatéralisme, le dialogue politique, le respect du droit international et la solidarité pour la paix et le développement. Nos peuples attendent beaucoup de nous. Il est de notre devoir de répondre à leurs attentes. Aussi devons-nous aider au renforcement des institutions en Afrique, gage de développement et de réduction d'inégalités sociales. Une charte sur l'intelligence artificielle a été adoptée. On est tous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer donc la santé. L'intelligence artificielle, pour notre pays comme la Côte d'Ivoire, va aider à améliorer la productivité en utilisant moins d'espace, ce qui permet donc de protéger la faune, de respecter donc les exigences de l'environnement. En marge des sessions, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, a participé à la préparation du 15e sommet des présidents du Parlement. Il s'est félicité du rôle croissant de la Côte d'Ivoire sur la scène diplomatique internationale. Nous avons terminé avec le panel de haut niveau. C'est le panel en charge d'organiser la conférence mondiale des parlements qui se tient tous les 5 ans. Et le président de l'Assemblée que je suis a été donc choisi parmi les présidents de l'Assemblée africaine. Nous sommes 5. Et je voudrais donc dire que ce choix est le fruit du leadership de notre président Alassane Ouattara, qui a supporté la Côte d'Ivoire très haut. Et donc, j'en tire les bénéfices. Et je voudrais saluer et exprimer la gratitude de la Côte d'Ivoire à l'endroit de l'IUP. Pour Adama Bictogo, la Côte d'Ivoire consolide sa position d'acteur clé dans la recherche de solutions aux enjeux globaux. On reste hors de la Côte d'Ivoire avec la 4e édition du Salon international de la défense et de l'aérospatiale SAA Expo qui va ouvrir ses portes à Istanbul demain, mardi. Un rendez-vous auquel participe le ministre d'État, ministre de la Défense. En marge de cette grande exposition, Téné Birahima Ouattara a déjà entamé des discussions stratégiques, notamment avec l'ambassadeur ivoirien à Turquie et des entreprises du secteur. Un déplacement qui vise à renforcer les partenariats et à explorer de nouvelles opportunités pour le développement de la défense ivoirienne. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Ce lundi 21 octobre 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a foulé le sol turc pour participer au prestigieux Salon international de la défense et de l'aérospatiale SAA Expo 2024.
L'événement, qui est à sa 4e édition, s'ouvre officiellement demain, mardi 22 octobre 2024. En marge de cette exposition, le ministre d'État a eu un agenda chargé comprenant une réunion de travail avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie et des rencontres stratégiques avec 2 entreprises de l'industrie de la défense. Sa Expo, le Salon international de la défense et de l'industrie aérospatiale, se tient tous les 2 ans. Organisé par SAR Istanbul, le plus grand cluster industriel de Turquie et d'Europe, offrant ainsi une vitrine de l'innovation et de la technologie dans le domaine de la défense. Et ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a ouvert des réflexions sur la nouvelle loi qui régit la vie des associations dans notre pays. Il s'agit de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 qui continue de soulever des inquiétudes chez les organisations de la société civile. À Grand Bassam, le général Wagondo Diomandé a appelé les acteurs à s'approprier la nouvelle loi. Selon lui, elle vient améliorer le cadre juridique dans le secteur d'activité. Les explications de Jean-Marc Diadji. L'ordonnance relative à l'organisation de la société civile et ses textes d'application sur la table, des réflexions. Ambition, préparer les conditions pour son appropriation par l'ensemble des populations. Elles seront instruites sur cette réforme profonde de la réglementation sur les associations en Côte d'Ivoire. À l'initiative, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD se réjouit d'accompagner le ministère dans ce domaine d'inclusion, d'ouverture et de concertation avec la société civile et l'ensemble des acteurs. À cet égard, elle vise à structurer davantage des organisations de la société civile dans leurs modalités de création, de gouvernance, de financement et de contrôle, en conformité avec les exigences actuelles de la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces réflexions sont une opportunité pour des règles claires qui faciliteront la collaboration entre l'État et la société civile. L'ordonnance sur l'organisation de la société civile sera soumise à la ratification du Parlement avant la fin de la 2e session ordinaire de l'année 2024. On s'intéresse maintenant aux questions des droits de l'homme. Ce 21 octobre marque la commémoration de la Journée africaine des droits de l'homme, une journée instituée par le chef d'État africain en 1986. Elle permet notamment de réfléchir et de renouveler l'engagement solennel des dirigeants des peuples africains à promouvoir et à protéger les droits de l'homme sur le continent. La célébration officielle de cette journée à l'auditorium de la primature est une initiative du CNDH. Le Conseil national des droits de l'homme, à travers sa présidente, appelle à la vulgarisation de tous les instruments de protection des droits humains. Politique, à présent, l'invitation du coordonnateur principal Touré Mamadou, les militants du RHDP de la région du Haut-Sassandra se sont réunis à Daloa, chef-lieu de région. Comme invité spécial à la rencontre, il y avait le ministre de la Communication au cadre du RHDP. Ensemble, les 2 cadres du parti ont entretenu leurs camarades, leur rappelant les objectifs qu'ils se sont fixés et les défis à relever. Le reportage de Jeanne Toubé et Diamasso. Au centre culturel de la ville, les militants du RHDP ont démontré leur engagement militant. Touré Mamadou, coordonnateur principal RHDP du Haut-Sassandra, a appelé tous les responsables locaux de ce parti à divers niveaux hiérarchiques à leurs responsabilités. Avec ses collaborateurs et l'ensemble des militants de cette région, l'objectif est de maintenir la cohésion au regard de l'enjeu majeur que constitue 2025. Le parti nous avait fixé un objectif de 53 000 nouveaux électeurs à mobiliser. À date, nous sommes à 35 000 nouveaux militants déjà mobilisés, pour lesquels nous allons donc prendre les dispositions en vue d'un accompagnement pour l'inscription sur la liste électorale. Nous continuons ce travail. Donc cette réunion nous a permis de faire le point et de réaffirmer notre volonté à faire en sorte que dans le Haut-Sassandra, nous soyons le premier parti en termes donc de nombre de nouveaux électeurs à mettre sur la liste électorale. Nous restons concentrés sur l'encadrement de nos militants, la mobilisation des électeurs pour que le président Alassane Ouattara gagne en 2025. L'actualité politico-sociale et plus globalement la vie de la nation a été évoquée et décryptée à l'aune des préoccupations et inquiétudes des militants.
Les militants ont obtenu des réponses, obtenu également des éléments de langage à travers l'éclairage du ministre de la Communication. Amadou Coulibaly, membre du directoire du RHDP, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, a rassuré les militants du Haut-Sassandra. Tous les avantages que les travailleurs, qu'ils soient du privé ou qu'ils soient du public, ont eu, l'ont été sans qu'il y ait eu nécessité de faire grève ou de lancer des mots d'ordre d'arrêt de travail, uniquement par la concertation, par le dialogue, parce que nous avons à la tête du pays un président qui est soucieux de la répartition de la richesse. Le RHDP Haut-Sassandra met le cap sur 2025. Un grand voyage qui s'accompagne de moyens. Une grille de cotisation a été validée, mettant à contribution tous les militants sans exclusive, afin de mobiliser les ressources nécessaires dans la perspective de sa victoire en 2025. On reste dans le domaine politique avec le coordonnateur principal du RHDP de la région du Bélier qui est en tournée. Le ministre d'État Jano Ahoussou Kouadio a entamé une visite de travail dans les secrétariats départementaux sous sa tutelle. Il a visité Kokumbo, Djekano, Pwebo et Toumoudi. Les enjeux électoraux de 2025 ont dominé les différentes séances de travail. On en parle avec Kader Sogodogo. Jano Ahoussou Kouadio a repris son bâton de pèlerin pour ratisser l'âge pour le compte du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. En sa qualité de coordonnateur principal du Bélier, la remobilisation des secrétariats départementaux est une priorité. En l'espace de 2 jours, il va sillonner Kokumbo, Djekano, Pwebo et Toumoudi. Remobilisation, enrôlement des jeunes, des messages bien perçus. Nous serons prêts à aller dans les coins des recoins, toucher les jeunes pour qu'on puisse atteindre le quota demandé par le coordinateur principal, pour remobiliser et pour réinscrire les jeunes frères sur la liste électorale. Le travail, c'est aujourd'hui, car la victoire du RHDP, c'est à partir d'aujourd'hui. Jano Ahoussou Kouadio a en ligne de mire l'élection présidentielle de 2025. Au niveau du recensement des primo-votants, nos chiffres sont satisfaisant puisque nous sommes au-delà de la barre de 85% par rapport aux objectifs que le parti nous a assignés. Notre objectif principal, c'est d'atteindre les 200%, aller au-delà des objectifs que le parti nous a assignés. Donc nous partons rassurés, dégaillardis, et nous avons une base solide des militants et des militantes déterminés pour la victoire en octobre 2025. La tournée va se poursuivre bientôt avec des localités comme Tébissou et Didievi. Dans le nord du pays, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en meeting dans la région du Poro. À Korogo, l'un de ses cadres a expliqué aux militants et sympathisants l'importance de la révision de la liste électorale lancée par la Commission électorale indépendante. Avec eux, il a aussi partagé des messages de son président Laurent Gbagbo. Un reportage de Sikwasi dans un commentaire de Walter Amadou Ouattara. Au cours de cette rencontre politique tenue au quartier Petit Paris à Korogo, la vision globale du PPACI a été rappelée aux militants et sympathisants de ce parti. On pense que cette révision de la liste électorale doit sortir du niveau institutionnel. Et l'implication des chefs de communauté, des chefs d'association, comme nous venons de le faire, est plus porteuse. C'est pour ça que nous avons choisi la communauté. Et nous avons choisi aussi l'association des femmes. Parce que ce que femme veut, Dieu veut. L'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale en cours de révision et sa candidature pour la présidentielle de 2025 sont des sujets également abordés. Les jeunes de ce parti s'inscrivent dans la même dynamique. S'inscrire sur la liste électorale est un devoir citoyen. Quand on vote, on choisit celui qui va conduire la destinée de la Côte d'Ivoire pour au moins 5 ans. Et nous, en tant que jeunes, les décisions qui seront prises s'appliquent aussi à nous. Il est donc important de faire un choix qui entre dans notre logique. Après Petit Paris, le président de l'inspection générale du PPACI et son staff sont allés prendre part à la cérémonie officielle de démarrage de l'opération nationale de révision de la liste électorale dans le Poro. 540 centres d'enrôlement attendent les populations. La cible, les nouveaux majeurs âgés d'au moins 18 ans, notamment ceux nés avant le 1er mars 2007.
Politique toujours avec le Front populaire ivoirien, le FPI, qui a produit ce lundi une déclaration. L'annonce intervient à l'issue de la session extraordinaire du comité central du parti. Le communiqué fait état de la suspension de Pierre Dagbo Godé du Front populaire ivoirien, une suspension qui donne note de la crise interne que connaît le parti. On fait le point avec Moussa Konaté et Uche Blé. Crise au Front populaire ivoirien. Le comité central du parti, à l'issue de sa session extraordinaire, suspend l'ex-vice-président Pierre Dagbo Godé. Le secrétaire général explique les motifs de la suspension. Dagbo Godé Pierre et un certain nombre de militants posent des actes et tiennent des propos qui constituent des manquements aux dispositions statutaires et réglementaires du parti, notamment le non-respect des décisions du comité central, des attitudes et comportements qui entravent la bonne marche du parti, selon l'article 86, et qui ternissent l'image du Front populaire ivoirien. Au regard de tous ces manquements, le comité de contrôle a proposé au comité central la prise de sanctions disciplinaires à l'encontre de Dagbo Godé Pierre. Le comité central, après avoir délibéré sur tous les manquements et sur la volonté manifeste de nuire aux intérêts du Front populaire ivoirien, décide la suspension de Dagbo Godé Pierre, conformément à l'article 92 des statuts du Front populaire ivoirien. La décision de suspension est soutenue par les autres instances du parti. Pour rappel, le Front populaire ivoirien prévoit la tenue de son 5e congrès ordinaire les 8 et 9 novembre à Yamoussoukro. Je vous propose d'écouter à présent le communiqué de la CEI. Il est lu par Jean-Marc Djadji. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des populations ivoiriennes que dans le cadre du recensement électoral, les pièces exigées pour une première inscription sur la liste électorale sont les suivantes. La carte nationale d'identité CENI en cours de validité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou le certificat de nationalité. La production d'un extrait d'acte de naissance n'est donc pas obligatoire et ne doit pas être exigée des requérants. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. Pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90, 27 22 59 99 74 ou consulter www.cei.ci. Politique de ce journal, l'ancien stade de la ville de Bouaké a été le théâtre d'un rassemblement, un meeting pour rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, une expression de reconnaissance au chef de l'État pour toutes les actions menées et les chantiers en cours pour le développement de la Côte d'Ivoire et du Bouaké. Logoriti, Kader Sogodogo. Des jeunes venus de toute la région de Bouaké rassemblés pour rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Une reconnaissance de la part de la jeunesse pour ses actions de développement menées en Côte d'Ivoire. Nous les jeunes, nous allons faire de telle sorte que le développement qu'il a prôné, ce développement soit appuyé par la jeunesse que nous sommes. Le président du conseil régional de Bouaké, le ministre Jacques Assaouré Kona et le ministre Aoutou Kofi Emmanuel, tous deux cadres de la région, se réjouissent de cette initiative et invitent la jeunesse à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous, en tant que coordonnateur régional, nous allons mettre en place un dispositif pour faire en sorte que tout le monde ait sa pièce. En même temps, je leur ai lancé un appel pour que chacun prenne conscience, pour que chaque Ivoirien, chaque Bécois ait sa pièce d'identité. Nous pensons que c'est un lancement et nous avons contribué à ce que le lancement soit une réussite. Maintenant, il faut que ça s'intègre dans notre comportement de tous les jours. Cette cérémonie a été couplée avec l'investiture du président de la jeunesse du conseil régional de Bouaké. Victorien Kwasi Atro a été officiellement installé. Il s'engage à promouvoir les valeurs de paix au sein de la jeunesse pour le triomphe du RHDP.
Sur un tout autre plan, nous prenons à présent la direction de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, avec un établissement qui, depuis des décennies, est le symbole de l'excellence en milieu académique. L'INPHB regroupe en son sein les élèves et les étudiants les plus brillants de Côte d'Ivoire et des pays voisins. Là-bas, la discipline et l'ardeur au travail sont de mise. Un cadre studieux où la vie estudiantine ne souffre d'aucune perturbation. Des étudiants qui sont concentrés sur l'essentiel, un univers où l'excellence est une quête permanente. Un focus d'Ambroise Asséman et Mohamed Khalil Dumandé. Les premiers rayons de soleil luisent sur la cité universitaire de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il est 6 heures et comme à l'accoutumée, à l'intérieur des résidences, l'atmosphère est studieuse. Nous sommes dans un système de contrôle continu. Le professeur, il est libre de faire des notes quand il veut. Il faut tout le temps être en train de bosser. Il y a la concurrence qui est très rude aussi. La concurrence est très rude, car à l'INPHB n'entre que la crème des crèmes des étudiants ivoiriens et de la sous-région. Porté sur les fonds baptismaux en 1996, l'Institut est constitué de 11 écoles avec près de 3800 apprenants recrutés par voie de concours. Presque tous sont boursiers, logés et nourris par l'État de Côte d'Ivoire. Ici, le credo, c'est l'excellence et la discipline. Et cette discipline commence par l'assiduité. Avant le début des cours, chaque délégué s'assure que sa classe est au grand complet. Oui, ça va. Nous sommes en salle là, tu es à quel niveau? Je suis à l'entrée de l'école, comme ça, j'arrive. D'accord, d'ici 2 minutes, le professeur sera là. S'il te plaît, tu peux faire un peu vite. Étant donné que les heures d'absence sont sanctionnées par l'administration de l'INP, en tant que délégué, je m'assure que tout le monde soit présent avant 7h30 l'heure des cours. Dans cet institut, où sont façonnés les ingénieurs en aéronautique, en mécanique industrielle, en finance ou encore en mine et pétrole, la formation est intense et corsée. Pour tirer leur épingle du jeu, les apprenants n'ont d'autre choix que de cultiver l'ardeur au travail et la rigueur. Vraiment, une fois qu'on est ici, il y a une certaine prise de conscience en fait, qui nous amène en fait, à rester concentrés. C'est une école de référence qui va vouloir en fait, se faire envoyer. Donc c'est pourquoi il faut avancer, il faut bosser. Ce n'est pas facile, il faut le dire. La pression sur les épaules des étudiants, c'est énorme. Ce qu'on demande, il faut être discipliné. S'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas travailler. C'est cet encadrement rigoureux de l'INPHB qui a séduit Keïta. Il est venu de la Guinée-Conakry pour se former en ingénierie minière. J'ai vu de la discipline ailleurs, mais pas comme à l'INPHB. À tous les niveaux, il y a la rigueur et l'organisation. Et donc, bénéficier d'un diplôme de l'INPHB, c'est vraiment une grande opportunité. Donc voilà pourquoi j'ai misé de venir à l'INPHB que de rester en Guinée. À l'INPHB, pas de place pour le laisser aller, encore moins pour les associations aux allures syndicales. La vie estudiantine est organisée par une sous-direction avec l'appui du BDE, le bureau des élèves. Alex Ebi, étudiant ingénieur en mine et carrière, en est le président. C'est vrai que les étudiants ont des requêtes, mais ils savent qu'il faut venir vers le bureau des élèves qui, nous, à notre tour, allons saisir l'administration d'une certaine manière dans la négociation et dans le respect. Parce qu'après, tu peux te retrouver dehors à cause d'un cas de violence. C'est toujours le dialogue ici entre étudiants et administration. Il n'y a pas de confrontation. Les cas de violence, il doit en avoir, on ne rigole pas avec. Donc, ça fait que les enfants vraiment connaissent leur place. Sur le campus, chaque polytechnicien est tenu de refléter l'exemplarité dans ses actes. La direction générale attache du prix au savoir-vivre et au savoir-être. Régulièrement, Fofana, le chef du service hébergement, effectue des visites inopinées dans les cités universitaires. Question de s'imprégner de l'état des chambres. Quand on octroie une chambre à un étudiant ou une étudiante, on essaie de les responsabiliser. S'ils ne prennent pas soin des chambres et que les chambres sont délabrées, les générations à venir auront des problèmes. Autant les pensionnaires prennent soin de leur cadre de vie, autant ils s'évertuent jour après jour à bonifier leur intellect. Lorsqu'ils ne sont pas en classe, la bibliothèque reste pour beaucoup d'entre eux
un espace privilégié. Quand je ne comprends pas une notion de cours, je viens à la bibliothèque pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a abordé en classe. Pour fuir la distraction, je me retrouve ici. Je m'entoure aussi de personnes qui sont concentrées. Donc ça m'aide à vraiment maximiser, optimiser le temps. Cette vie estudiantine, faite de rigueur et de discipline, forge au fil des années la renommée de l'établissement. L'INPHB est classée en 2024 deuxième meilleure université en Afrique francophone. Une notoriété qui réjaillit sur l'insertion des diplômés. On a plus de 90-95% de taux d'insertion de nos diplômés quand on fait les sondages 6 mois après leur diplomation. Et puis quand on fait le sondage 12 mois après leur diplomation, on est à 100% de taux d'insertion. Avec cette image de prestige, pas question de tolérer les écarts de conduite. On forme des étudiants qui vont aller en entreprise et une fois en entreprise, sont ambassadeurs du label INPHB. Donc, des cas d'indiscipline, ça réjaillit sur l'ensemble de la communauté. Donc, c'est pour cela que ce sont des points sur lesquels on ne transige pas. À la tombée de la nuit sur le campus, un couvre-feu s'impose aux étudiants de 22h à 6h du matin. Les jeunes cracks se réunissent par petits groupes pour plancher sur les devoirs les plus complexes. C'est plus les boss en groupe qui nous arrangent beaucoup. Parce que c'est un peu compliqué, c'est difficile. Si chacun reste dans son coin, on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc c'est le système-là qui est un peu utilisé en classe préparatoire pour que chacun essaie d'évoluer au même rythme que l'autre. 31 ans après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB continue d'offrir à la Côte d'Ivoire et au monde des leaders de haut rang. De cette école sont sortis de grands noms, comme l'actuel Premier ministre Robert Begré-Mambé, l'ex-ministre du Pétrole Thierry Tannot et le puissant homme d'affaires Fabrice Sawignon. Il faut aussi compter les inventions des pensionnaires de l'Institut, parmi lesquelles la création d'un drone permettant d'identifier des poissons malades dans un étang. Un dossier à revoir sur RTI 1. Un mot d'économie à présent avant de poursuivre ce journal. Le village de Lafiguier dans le département de Dabakala abrite désormais une unité industrielle minière. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie et le grand chancelier de l'Ordre national y ont effectué le déplacement pour son inauguration. Ali Koulibaly et Mamadou Sangafoa ont loué la politique du président de la République, celle du développement du secteur minier, l'un des moteurs économiques de notre pays. Charles Tatou. La présence de cette mine industrielle dans le département de Dabakala s'annonce prometteuse pour un avenir radieux au profit des populations de Lafiguier et de celles des autres villages satellites impactés également par les activités d'extraction d'or. La cérémonie officielle de l'inauguration de cette unité industrielle minière a fait appel au grand chancelier Ali Koulibaly et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. C'est une mine qui a une réserve d'or estimée à 66 tonnes. C'est une mine dont la durée de vie initiale est estimée à 10 ans. Elle va générer pour l'État de Côte d'Ivoire près de 400 milliards de francs CFA. C'est une mine qui va permettre au comité de développement local minier de bénéficier d'au moins 8 milliards d'investissements. Ce qui nous arrive, c'est incontestablement grâce à un homme, l'architecte de la renaissance de la Côte d'Ivoire, le Mozart des finances, Alassane Ouattara, qui a cru en la Côte d'Ivoire, qui a créé les conditions pour que notre pays accueille des investisseurs venus du monde entier. Installation du comité local de développement, remise d'un chèque de 272 millions de francs CFA au CDL par l'entreprise et visite des chantiers de la mine ont clôturé la cérémonie.
On termine ce journal avec l'actualité au Mali, avec le bilan des inondations qui atteint désormais les 84 morts. Selon le nouveau communiqué du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes publié le week-end du 19 octobre, près de 350 000 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes de la transition. Ces nouvelles déclarations arrivent alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir accordé de votre attention. On se retrouve mardi à 23h pour un nouveau point de l'information. Bonsoir.